Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans le dernier épisode, Christian Sardet, biologiste, passionné du microscopique, nous a partagé son étonnement à propos du peu d'intérêt que nous portons à ce qui nous compose, les cellules. Il y voit une des raisons de notre mépris de la nature. Si nous le faisions, nous nous apercevrions des milliards de micro-organismes, bactéries, archées, protistes qui font ce que nous sommes, les cousins et cousines de celles et ceux qui dérivent dans l'océan depuis que le monde est monde. Des milliards d'organismes qui, avec les larves de poissons et de crustacés, les méduses, les diatomées, forment le plancton auquel nous devons, entre autres, la production de la moitié de l'oxygène terrestre. Le vivant semble n'avoir pas éliminé au fur et à mesure de son évolution les formes de vie précédentes. Elles existent toujours. Quelles leçons pourrions-nous en tirer ? J'accueille pour ce nouvel épisode Stéphane Durand. Il est biologiste, ornithologue, naturaliste et auteur de documentaires. Il a été pendant plus de 20 ans conseiller scientifique des créations cinématographiques de Jacques Perrin, qui nous a quittés récemment. Stéphane est aussi depuis plusieurs années directeur des collections Monde Sauvage et Domaine du Possible chez Actes Sud. Lorsque je lui ai demandé comment je pouvais le présenter, il m'a répondu que son principal moteur était l'enthousiasme. Et c'est exactement ce qui m'a donné l'envie de le convier à ce projet de podcast. Après la lecture de son magnifique ouvrage « 20 000 ans ou la grande histoire de la nature », paru chez Actes Sud Monde Sauvage en 2018. L'épopée de la nature en France, c'est 20 000 dernières années depuis la dernière glaciation. Il y fait le récit de toute cette faune et cette flore qui émergent à mesure que les glaces fondent, leur explosion en une luxuriance inimaginable. Inimaginable. Car certains homo sapiens se sont formidablement employés à y mettre fin au fil des siècles. Une lecture que je vous recommande vivement. Il est également co-auteur avec Gilbert Cochet de l'ouvrage Réensauvageons la France, paru dans la même collection. Bonjour Stéphane. Bonjour Marine. Alors Stéphane, on est ensemble là pour enregistrer cet épisode. D'où as-tu envie de parler ? De quel endroit de toi ? De quel vécu ? De quel moment dans ta vie ? D'où j'ai envie de parler ? Eh bien écoute, moi j'aime parler avec les pieds. Et oui, les pieds, parce que moi c'est en marchant que je me sens le plus vivant. Et vraiment, j'adore marcher pieds nus, les pieds bien sur terre. Et puis c'est en marchant que je pense, que je réfléchis, que j'écris. J'ai toujours un carnet avec moi et j'écris en marchant. C'est comme ça que les idées viennent, c'est comme ça que les idées se structurent. Donc vraiment, pour moi, il est vital de marcher. Si je ne peux pas marcher un certain nombre d'heures par jour, je suis extrêmement malheureux. Et j'aurais adoré enregistrer ce podcast en marchant, dans les collines, dans la forêt. Peut-être pour le prochain, ce serait chouette. Pourquoi pas ? Dans les collines de la Drôme. Oui, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder, entre autres avec toi, la question de la vieillesse, de la fin de vie et de la mort dans le vivant. Explorer en quoi ces phases naturelles de la vie peuvent nous aider à changer de regard sur ce que nous considérons, nous, plutôt comme des malédictions.
Mais avant ça, j'aimerais d'abord que tu nous parles de quelques instants de ces 20 000 dernières années que tu as décrit dans ton livre 20 000 ans, et de la luxuriance, de la diversité, de l'hétérogénéité qui était la norme à ce moment-là. Waouh. Là, il va falloir quelques heures pour raconter 20 000 ans. Non, mais en quelques mots, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'ai commencé par plonger dans la bibliographie. J'ai lu énormément, et ça c'est vraiment un reste de ma formation de scientifique, faire de la biblio d'abord, et ça j'adore ça parce que j'ai l'impression d'être comme un chercheur d'or. Je lis, et comme on fouille le gravier d'une rivière, et puis hop, de temps en temps, il y a une pépite qui arrive, une information, une idée, une donnée qui est absolument incroyable, et hop, je la mets de côté. Et puis en lisant comme ça dans des domaines très particuliers, enfin, il est très, très différent, au fil du temps, j'arrive à tisser des relations, des choses assez étonnantes. Et donc en faisant cette bibliographie pour ce livre, une bibliographie qui est absolument gigantesque, tout le monde me dit que j'ai été complètement fou, je m'en rendais pas compte, c'est pour ça que je l'ai fait. On se rend compte vraiment que ce qu'on appelle la nature, et en France, elle a passé son temps à évoluer. Il n'y a pas de... pas de temps zéro, de temps qui fasse référence, sauf peut-être à un moment donné quand même assez particulier dans cette histoire qui se passe justement il y a 20 000 ans, c'est-à-dire on est proche de la fin de la dernière ère glaciaire, c'est pas encore la fin, mais on est proche de la fin, et il se trouve que cette ère glaciaire, elle n'a pas été de façon homogène, froide, sèche. Elle n'a fait que se refroidir de plus en plus, donc plus ça avançait dans le temps, et plus elle était froide, et plus elle était sèche. Jusqu'à arriver à un espèce de paroxysme, il y a 20 000 ans, justement, où c'était tellement froid et tellement sec, que la France et une bonne partie de l'Europe, c'était la planète Mars, quoi. C'était un vrai désert. Donc c'est pratiquement un temps zéro, puisqu'à partir de là, il y avait quasiment plus rien. Il y avait juste quelques petits derniers refuges, vraiment tout à fait dans le sud, sur les côtes méditerranéennes ou dans certaines vallées des Pyrénées, dans les calanques de Marseille qui étaient à sec, puisque le niveau des mers était bien descendu. Donc voilà, il y a des petits endroits qui étaient à l'abri des vents du nord très froids qui descendaient des glaciers au nord de l'Europe, enfin qui n'étaient pas si au nord que ça, puisqu'ils recouvraient une partie de la France, et puis tout le massif alpin, le massif central, voilà. Donc on peut dire que là il y a une sorte de... c'est un peu caricaturé, mais il y a une sorte de point zéro. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'air glaciaire commence à desserrer son étreinte, ça se réchauffe et surtout ça se réhumidifie. Et donc j'ai voulu raconter cette aventure qui est en perpétuelle évolution, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Et est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui a fait effectivement que cette ère glaciaire est arrivée à la fin, et qu'une autre, une ère de réchauffement est née? Qu'est-ce qui était le déclencheur de ça? On en a une idée? Oui, c'est des questions tout à fait astronomiques, en fait. C'est vraiment une question de position de la planète Terre par rapport à l'ensemble des autres planètes, et par rapport au Soleil surtout. C'est une question de distance et de... Voilà, donc il y a des cycles, puisqu'en fait la planète Terre, elle est tiraillée entre son attraction par le Soleil et l'attraction qu'exercent les autres planètes du système solaire, notamment Jupiter, Saturne, enfin voilà, il y a un jeu d'attraction-répulsion comme au billard, quoi, entre toutes ces boules plus ou moins grosses et donc plus ou moins attractives, qui fait que chaque planète a une course autour du Soleil qui n'est jamais éternelle, quoi. Ça fluctue en permanence en fonction de cycles. Alors on parle de dizaines, voire de centaines, voire de millions. Il y a plusieurs cycles qui se télescopent, des cycles de dizaines de milliers d'années, de centaines de milliers d'années ou de millions d'années. Et voilà, c'est ce qui crée, depuis, on va dire, 2 millions d'années, on est rentré dans un cycle où justement
des cycles de 100 000 ans où il y a 80 000 ans d'ère de glace, où la Terre est un peu plus loin du Soleil, donc elle reçoit moins d'énergie du Soleil, donc elle est plus froide, et 20 000 ans où elle est un peu plus proche, elle reçoit plus d'énergie, et la température moyenne, globale, est plus tempérée. Et donc, il y a 20 000 ans, c'était presque la fin du dernier cycle glaciaire, et on est rentré, là, depuis, on va dire, 10, 12, 13 000 ans, dans une phase interglaciaire qui, en théorie, devrait durer encore entre 10 et 15 000 ans. Voilà. Si un certain individu ne perturbe pas tout. Mais là, on ne sera plus là pour en parler. Ok. Et alors, raconte-nous, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand la glace fond? Alors, en fait, au paroxysme de l'âge de glace, finalement, il n'y avait pas tant de glace que ça, parce que le climat était tellement sec que même la glace n'arrivait pas à se former. Mais c'est surtout que les températures montent et l'atmosphère se réhumidifie, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'évaporation qui vient des océans, donc il y a de plus en plus de régimes de pluie, et ces pluies qui tombent sur les reliefs vont commencer à remplir les rivières. Je te rappelle que la Seine, c'est qu'un ruisseau à l'époque. C'est un ruisseau qui sépare les îles britanniques de la Normandie. Donc on peut aller à pied à Londres. Il suffit d'enjamber le ruisseau, qui est la Seine, et qui rassemble la Somme, le Rhin, voilà, tout ce petit fleuve, finalement, qui est pas plus large qu'un ruisseau, rassemble toutes ces eaux-là. Donc c'est pour dire que c'était rien du tout, c'était hyper sec. Donc voilà, le régime des pluies commence à revenir. Et là, il commence à pleuvoir, les ruisseaux, les rivières, les fleuves se remplissent et érodent les montagnes, les mers montent. Et les quelques petits refuges dont je te parlais au tout début, où les dernières bribes de vie sont calfeutrées, le long des côtes de la Méditerranée essentiellement, et bien là, l'air glaciaire desserrant son étreinte, elles peuvent repartir à la conquête de tous ces territoires qui sont en train de se libérer, où le sol n'est plus gelé. Il faut imaginer le sol dur comme de la glace, dur comme du béton. Donc les sols sont de nouveau aptes à recevoir les graines, les racines des arbres et des plantes. Les animaux peuvent fouiller dedans, voilà. Et on a une espèce de migration, de reconquête du territoire européen. Progressivement, ça remonte le long des vallées, donc essentiellement la vallée du Rhône, la vallée de la Garonne, la Loire, comme ça. C'est pas une reconquête uniforme, mais d'abord par les points bas. Donc il y a une reconquête, on imagine les oiseaux, les castors, les bisons, mais c'est aussi avant tout les vers de terre, les hérissons, les escargots, le lichen, tous ces petits êtres auxquels on ne prête pas attention, qui progressivement, patiemment, remontent vers le nord et remontent vers les hauteurs. Est-ce que tu peux nous raconter, comme tu le fais dans ton livre, ce qui se passe vraiment à ce moment-là? Qu'est-ce qui, dans cette biodiversité, se manifeste? Qu'est-ce que les hommes, les femmes de l'époque, qu'est-ce qu'ils côtoient? Avec quoi est-ce qu'ils vivent autour d'eux? Alors en fait, je suis pas sûr que l'espèce humaine soit une bonne référence, parce que ce que je raconte là, je le raconte dans quelques secondes. Évidemment, sur le terrain, ça s'est passé quand même sur plusieurs siècles, sur plusieurs millénaires. Donc à l'échelle d'une vie humaine, les humains de l'époque n'ont pas dû voir énormément d'évolution au fil des générations. Oui, alors peut-être que ce qui aurait été dingue, c'est d'avoir la trace des récits de l'époque. Parce que un grand-père raconte ce qu'il a vécu à ses petits-enfants dans sa jeunesse, et là,
du coup, sur quelques dizaines d'années, effectivement, les choses ont pu changer. Parce que, effectivement, moi, il y a un truc qui m'a fasciné dans cette recherche, c'est la progression quand même, finalement, assez rapide, de plusieurs centaines de mètres par an, de la forêt. La forêt est partie des quelques derniers petits bosquets dont on parlait sur les bords de la Méditerranée et ont progressivement reconquis toute l'Europe. Et ils sont allés beaucoup plus vite que les mers et les océans ne sont montés. À tel point qu'ils ont pu franchir le fameux petit ruisseau de la Manche avant que la Manche soit remplie. Et c'est comme ça que les îles britanniques se sont couvertes de forêts, parce que toutes les plantes et tous les arbres ont pu franchir. Alors c'est pas eux avec leurs racines, c'est évidemment de graine en graine, transportés par le vent, les animaux, les petits mulots, les geais, et tous les oiseaux. Mais cette reconquête par les plantes a été plus rapide que la montée des eaux. Et ça, je l'avais trouvé nulle part. Personne n'en parlait. Il y a les gens qui sont spécialistes de la montée des eaux, il y a les gens qui sont spécialistes de la reconquête forestière, et personne n'avait mis les données ensemble pour dire mais attendez, là, en fait, les arbres sont allés plus vite que la mer, quoi. Ce qui est assez dingue. Moi, ça m'a fasciné. C'est une période de transition qui va prendre quelques siècles, quelques milliers d'années, mais après on atteint une période relativement stable où l'écosystème principal est la forêt. Alors il y a eu des grands débats sur le type de forêt que c'était, est-ce que c'était vraiment des forêts très denses, ou est-ce qu'il y avait des clairières, des gens étudient l'impact des grands herbivores, oui, mais d'autres disent mais il y a quand même beaucoup de carnivores, donc qui limitaient l'impact des herbivores. A priori c'était une forme de mosaïque, c'est-à-dire qu'avec des zones où la densité des arbres était forte, d'autres zones qui ont été ouverts parce que une inondation, un feu de forêt, une tempête, ou là-dedans des herbivores. Mais ces herbivores sont assez nomades, donc ils se déplacent, ils ne sont pas tout le temps au même endroit. Donc voilà, la pression de tous ces événements climatiques ou biologiques fait que la forêt européenne devait ressembler plutôt à une mosaïque. Voilà. Mais ça veut dire, quand tu parles de la forêt, quand on se le représente, ça veut dire aussi tous les habitants de la forêt. Oui. Si la forêt est étendue comme ça, si elle est aussi riche, évidemment, elle est riche de ses habitants, qu'on soit sur le champ des champignons, ou qu'on soit effectivement, comme tu parles, des herbivores ou des carnivores, ou des oiseaux, j'imagine. Enfin, en tout cas, il y a là un creuset de vie et de nourriture et d'abri pour une faune aussi qui est en rapport avec la forêt. Oui, tout à fait. La biodiversité est énorme, mais la densité l'est pas tant que ça, finalement. On a un exemple aujourd'hui assez frappant, c'est ce qu'on appelle la dernière forêt primaire européenne, qui est en Pologne, à l'est de la Pologne, Białowieża, à la frontière avec la Biélorussie. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est une bonne représentation de ce que pouvait être une forêt que les humains laissent tranquille, donc une forêt de cette époque, on parle d'il y a 10-12 000 ans, 8-10-12 000 ans, et on se rend compte qu'il y a une biodiversité énorme, il y a beaucoup d'espèces, mais qu'elles sont en très faible densité. Pourquoi elles sont en faible densité ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de prédateurs. Les prédateurs sont aussi très nombreux. Donc on n'a pas... effectivement, on voit par-ci par-là un couple de mésanges bleus, un couple d'accenteurs mouchets, mais il n'y a pas des tonnes d'accenteurs mouchets ou de mésanges bleus, ou de rouge-gorge, ou de merle, enfin, tous ces passereaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de rapaces, de prédateurs, et notamment rapaces diurnes et rapaces nocturnes. Quelque chose qu'on mesure moins aujourd'hui, nous, en Europe de l'Ouest, même si aujourd'hui, depuis quelques décennies, ça revient, heureusement, mais il y a une pression de prédation qui fait que tous ces petits passereaux sont obligés de se disperser pour limiter la prédation, cet impact, justement. Donc voilà, les forêts de l'époque devaient être très riches et l'étaient, oui, en nombre d'espèces, mais les densités n'étaient pas forcément extraordinaires. C'est pas ça qui devait frapper l'œil des humains de l'époque. En tout cas, tu nous rappelles qu'une nature qu'on laisse se débrouiller s'autorégule. En fait, c'est ça que tu dis.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, chaque individu est obligé de composer avec tous les autres qui sont autour et qui sont au même niveau. Donc en fait, voilà, chaque être vivant doit jouer des coudes pour faire sa place. Et les autres font la même chose. Donc au final, c'est un compromis, un équilibre entre moi, ma capacité à me créer mon espace de vie, mais la capacité de tous mes voisins à créer à défendre leur espace de vie aussi. Et donc au final, voilà, c'est comme imaginons une foule dans le métro à 18h à Paris, les gens finissent par avoir tous le même espace, leur petite bulle autour d'eux, parce que à force de jouer des coudes, ça finit par s'équilibrer, quoi. Voilà, c'est vraiment une image grossière, mais si on met ça au niveau de la forêt et de la nature, voilà, chaque individu est obligé de composer avec tous ses voisins. Ce qu'on a oublié, nous, depuis quelques siècles, en tant qu'humains occidentaux, mais on y reviendra peut-être plus tard. Est-ce que tu nous parlerais des cycles qui est en capacité de générer cette forêt qui s'autogère comme ça, qui est riche de sa complétude? Oui, ces forêts, donc imaginons que voilà, la reconquête a eu lieu, maintenant l'Europe entière est couverte de forêts. On parlait de mosaïques toujours, partout, hein. La forêt en Bretagne n'est pas la même qu'en Pologne ou en Suède ou voilà, dans le Massif central, mais voilà, c'est un couvert forestier en mosaïque avec des arbres de tous les âges. Ça, c'est important, on a oublié combien les arbres peuvent vivre vieux. Et cette forêt, dans son plein développement, j'aime beaucoup l'image d'un collègue, d'un ami qui s'appelle Ernst Zürcher, qui est un forestier suisse, qui développe le concept de sylvosphère. En fait, il envisage la forêt comme un tout, presque comme un organisme en soi. Et quand une forêt a atteint une taille critique, en superficie, mais aussi en structure d'âge, c'est-à-dire qu'elle a un âge suffisant pour avoir des vieux individus, elle est capable de générer et d'entretenir des cycles biogéochimiques. Le principal, c'est le cycle des pluies, par exemple. Une vraie forêt qui dans la pleine disposition de ses moyens, elle est capable d'autogérer la pluie qui va l'arroser en émettant des molécules dans l'air qui vont permettre à l'eau qui est dispersée dans l'atmosphère de se concentrer et de retomber en pluie, pardon. Et donc comme ça, il y a pluie qui va arroser les arbres qui croissent et qui émettent ces fameuses molécules, et donc il y a un cycle. Donc là, il y a un cycle, on va dire, régional au niveau de la forêt. Mais la forêt ne serait rien sans la rivière qui traverse la forêt. Et grâce à la rivière, la forêt, elle est liée à l'océan. Et là, il y a aussi des cycles qui se mettent en place entre la forêt et l'océan, qui peut être à des milliers de kilomètres, par la rivière, par les poissons qui remontent la rivière, par les fleuves d'eau gazeuse qui sont dans l'atmosphère et que les vents transportent depuis l'océan jusqu'à l'aplomb de la forêt. Enfin, et là, il y a des choses absolument incroyables. Il y a aussi toute la question des sols, puisque tous ces arbres finissent par mourir, tombe au sol, ce bois mort qu'aujourd'hui on a appris à détester, on trouve la forêt sale, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une forêt, le bois mort, parce que c'est ce qui permet à la fois de capter le carbone et de constituer le sol qui aujourd'hui nous permet d'avoir ces rendements agricoles incroyables. Ils ne tombent pas du ciel, c'est parce que notre agriculture, elle est basée, elle est fondée sur des sols que la forêt de l'époque, d'il y a 10-12 000 ans, a mis en place.
Alors, parle-nous aussi un peu, je vais revenir sur sur ce sol et sur les débris de bois, mais parle-nous un instant de ce cycle que je pourrais peut-être dire à l'envers, de ce que font justement, de ce qu'apportent les poissons qui remontent la rivière. Parce que là, on est vraiment dans une boucle, alors que la rivière coule à la mer, ça fait partie de notre représentation des choses, mais les poissons qui remontent la rivière, ils amènent quoi? Il ramène ce que la rivière a amené à l'océan en fait. Donc la rivière coule effectivement de l'amont à l'aval et draine de nombreuses molécules organiques et minéraux offertes par la forêt, on va dire, et la rivière l'amène à l'océan. Toutes ces molécules permettent à l'océan et surtout permettent d'enclencher la production primaire du phytoplancton, puis du zooplancton. Si l'océan est riche, c'est grâce à tout ce que les rivières amènent depuis la forêt, depuis les montagnes, les forêts à l'océan. Donc l'océan ne serait rien sans les rivières et les forêts. Et en retour, donc il y a deux façons de retourner à la forêt. Il y a les fleuves, les rivières aériennes d'eau gazeuse par la circulation atmosphérique qui vont arroser les forêts. Mais il y a aussi quelque chose de plus inhabituel, on n'a plus du tout l'habitude, c'est tous les poissons migrateurs qui ont grandi en mer, qui se sont développés avec, en mangeant en mer, avec les sels minéraux marins, et qui remontent pour se reproduire. Le plus bel exemple, c'est le saumon, et se reproduisent près de la source où ils ont été pondus, où ils sont nés, meurent, retombent par la mer, et leurs cadavres restent sur les berges de la rivière, sont parfois emportés par les animaux de la forêt. Le plus connu est l'ours, qui vient pêcher dans la rivière et peut amener le cadavre du saumon pour le manger tranquille à plusieurs centaines de mètres du bord de la rivière. Et il a été démontré, alors plus en Europe parce qu'il n'y a plus de telle migration de saumon, mais par exemple en Alaska, on repère les rivières à saumon par la richesse en certains composés des arbres. Il y a un certain type de potassium ou d'azote dans ces arbres, c'est qu'il y a forcément une rivière à saumon dans le coin, parce que c'est du potassium ou de l'azote marin. Il ne peut avoir été apporté que par le saumon qui est passé à travers le tube digestif et les intestins de l'ours ou d'un aigle ou de n'importe quel autre animal. Et donc là, il y a une refertilisation de la forêt, mais qui est extrêmement puissante. C'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment des quantités assez phénoménales de matière de l'océan qui remonte jusqu'à la forêt. C'est impressionnant en t'écoutant comme on peut mesurer à quel point on a détricoté par notre culture ce tissu cyclique. Je voyais dernièrement un reportage effectivement sur des rivières à saumon sur lequel avaient été posés des barrages en fait, et où en posant les barrages, on avait l'intention des barrages n'était qu'une intention technologique, énergétique, sans aucune compréhension effectivement de ce qu'apporte cette remontée des saumons jusqu'à leur lieu de ponte et de naissance en fait, et on voit, je trouve à t'écouter, à quel point on a simplifié les choses, à quel point on a une culture qui a mécanisé les choses et qui a vraiment divorcé de cette cyclicité naturelle, et je pense que c'est vraiment important de recommencer à le voir. Et ce divorce, ce que j'ai vraiment découvert avec l'écriture de ce bouquin, c'est qu'il est plus ancien que je l'imaginais et qu'on l'imagine habituellement. On dit toujours, oui, c'est la société industrielle qui a tout cassé, société industrielle qu'on date début 19e, on va dire. Donc ça fait 200 ans qu'on a tout fichu en l'air. Mais en fait, les archives, les données historiques montrent que, on parlait du saumon, mais les rivières ont été vidées de leurs poissons migrateurs, pas au 19e siècle. Elles ont été vidées en l'an 1000, donc 900 ans plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'invention du moulin à eau, et on a mis des moulins à eau partout. Il y a eu des rivières avec des moulins à eau, parfois tous les 100 mètres.
Un moulin à eau. Alors un moulin à eau, c'est joli, hein, c'est hyper bucolique. On a envie d'acheter un moulin à eau parce que c'est hyper charmant, c'est super. Il y a un petit muret pour créer un petit barrage, une chute d'eau. C'est pas énorme, ça fait 50 cm, 80 cm, 1 mètre. Ouais, le saumon il peut le franchir. Mais quand il en a 250 sur la rivière, il en franchit un, il en franchit deux, et puis il n'arrive pas à franchir le troisième. Et ben comme ça, en très peu de temps, on a fini par barrer quasiment toutes les rivières de France, vraiment au milieu du Moyen-Âge, hein, ça remonte à l'an 1000. Ça, première chose. Deuxième chose qui a fait diminuer les populations de poissons de rivière de façon considérable, c'est les injonctions de la religion chrétienne qui imposait presque de manger de la viande de poisson un tiers de l'année, quoi. Aujourd'hui, on dit, voilà, vendredi, il faut manger le poisson vendredi, donc je ne sais pas encore combien de personnes respectent ça, mais voilà, c'est un jour par semaine. Et ben, au moment du Moyen-Âge, c'est un jour sur 3 toute l'année, quoi. Donc il y a une consommation de poissons absolument énorme, une demande de poissons énorme. En plus, les poissons sont barrés par tous ces nouveaux moulins à eau, donc c'est encore plus facile de les capturer. Donc ça a précipité la perte des poissons. Donc de nombreuses rivières se voient vidées de leur saumon, par exemple, dès l'an 1000, 1100, 1200, pas du tout au 19e ou au 20e siècle, comme moi je l'imaginais avant de commencer la recherche pour ce livre. Et ce qui a été étonnant, c'est que devant la pénurie de poissons de rivière, comme il fallait manger un jour sur 3 du poisson, on a commencé à aller pêcher en mer. La pêche en mer, la pêche au hareng, la pêche à la morue est initiée par la demande de poissons qui n'est plus satisfaite par les poissons de rivière. Pourquoi on va en mer ? Pour remplacer le poisson qu'on ne trouve plus en rivière. Ah, c'est impressionnant. Et alors, rappelle-moi un peu, tous ces moulins à eau, ils servaient à quoi ? C'était quoi le projet derrière ? Moudre le grain. Et oui. Ok. Essentiellement moudre le grain, et puis il y a aussi de l'artisanat pour la forge, pour faire l'industrie du verre, des petits, mais c'est essentiellement la meunerie. La force hydraulique a été utilisée, l'homme est super ingénieux, hein, on a inventé plein d'outils incroyables pour utiliser la force de l'eau. En même temps, c'est magique, et en même temps, si on ne fait pas attention, ça détruit tout, quoi. C'est intéressant ce que tu dis dernièrement dans un atelier tout tourneron que j'animais, où on observait ce qui traîne comme dans nos cultures, dans notre manière d'être humain sur cette terre. Les groupes qui avaient réfléchi à ça revenaient et évidemment dressaient un portrait pas très glorieux de notre manière d'être humain sur la Terre. Et puis il y a une participante qui dit, quand on a fini de faire le constat, qui dit oui, enfin c'est pas très glorieux, mais il y a quand même vraiment de très bonnes choses qui ont été faites par les humains, quand même, et tout le progrès. Et quelqu'un d'autre qui répond oui, le progrès pour nous. Pas pour les autres espèces. Et en fait, ce serait ça qui serait joli, en fait, hein, de pouvoir réconcilier toute cette connaissance, toute cette intelligence, toute cette créativité des humains avec la danse du vivant, en fait, d'accompagner ça, de soutenir ça. Voilà, ça c'est évidemment mon vœu le plus fort. Et je pense qu'on peut, et des gens réfléchissent déjà, par exemple, à transformer ces moulins, l'utilisation de la force hydraulique, qui est une belle chose, parce que c'est complètement renouvelable, ça pollue pas, et trouver des manières de construire ces petits barrages qui ne bloquent pas la migration des saumons. Donc tout le monde serait gagnant. La migration des saumons qui remontent vers l'amont, il faut aussi permettre aux sédiments, aux alluvions de descendre la rivière, donc il ne faut pas qu'ils soient bloqués derrière. Donc on pourrait mettre notre fichue créativité, ingéniosité à inventer des petits barrages, des petits moulins hydrauliques qui nous permettent d'utiliser la force de l'eau, tout en permettant aux saumons de vivre leur vie, et aux sédiments de rejoindre la mer, qui du coup va ensemencer la production primaire en mer, donc on aura encore plus de poissons en mer. Et voilà, c'est un beau projet pour l'humain de mettre sa créativité finalement au service du vivant, quoi. Allez, croisons les doigts.
Je reviendrai bien sur un autre élément que tu as cité, qui sont effectivement ces débris de bois dans les forêts que l'on préserve et qui peuvent, je trouve, mettre vraiment une lumière sur la schizophrénie de notre culture, où on peut avoir l'impression que ce sont des déchets. Quand on se balade dans une forêt, on peut se dire ce n'est pas en ordre, voilà, et être dérangé par ça, alors qu'en fait, ils ne sont pas des déchets, puisque un déchet, c'est en principe quelque chose dont on ne sait plus quoi faire. Ils se réintègrent tout à fait naturellement dans le vivant, et comme tu dis, ils ont créé au fur et à mesure des siècles ce sol qui nous permet de cultiver notre nourriture, et que par ailleurs, nous, on entasse un nombre de déchets impressionnants sur toute la planète qui ne se réintègrent pas, mais en fait, ça ne nous dérange pas, en fait. Et je trouve ça intéressant de mettre la lumière là-dessus et sur cette dichotomie de notre culture. Alors du coup, ça me donne envie de te proposer de parler du vieil arbre, de sa valeur irremplaçable dans l'écosystème de la forêt. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de lui? C'est tellement beau. Oui, les vieux arbres, on n'imagine plus aujourd'hui déjà la taille imposante que les arbres peuvent atteindre. On pense toujours aux séquoias et tout, mais ici en Europe, ils n'atteignent pas 100 mètres de haut, mais les chênes, les tilleuls, les hêtres peuvent largement atteindre les 30, 40, 50 mètres. En Pologne, moi j'ai grimpé dans des chênes qui font plus de 40 mètres de haut, et ça commence à être super impressionnant. Mais pour ça, il faut les laisser vieillir. On a une fixette comme ça en disant les arbres au bout d'un certain âge il faut absolument les couper parce que après les rendements diminuent, donc les plans de gestion des forêts, tous les 80, 100, allez, grand maximum 150 ans il faut couper un chêne, mais à 150 ans un chêne il est encore adolescent. Il peut vivre 400, 500, 600 ans, 800 ans. Et plus il grandit, et plus il accueille de la vie en lui, autour de lui, plus il capte de carbone, plus il produit de fourrage, de feuilles. Enfin, plus il vieillit, et mieux c'est à tous les points de vue, quoi. Raconte un peu comment ça va en se déployant vraiment cette vie qu'il accueille. Et après, je viendrai te chercher sur le carbone. Il faudrait inviter Laurent Tillon pour raconter Être un chêne. C'est vraiment son cœur, sa passion. Mais en fait, un arbre, quand il vieillit, c'est vraiment un mini écosystème. Un écosystème, il accueille de la biodiversité parce qu'il est hétérogène. Parce qu'il est fragmenté, il n'est pas du tout homogène, et il propose même physiquement une structure physique hétérogène qui plaise à toute une gamme, à une grande variété d'êtres, de plantes, de mousses, de champignons, d'animaux. Et un arbre, en grandissant et en vieillissant, c'est ça, il hétérogénéise l'environnement. Parce que les branches vont avoir des formes de plus en plus biscornues, parce que l'écorce va se creuser, parce que une branche va tomber, parce que un pic va creuser un trou dans le tronc. Donc il va y avoir de plus en plus de structures juste physiques, d'accueil de plantes et d'animaux qui aiment les coins sombres, ou les coins lumineux, ou les coins humides, ou les coins secs, la hauteur, ou d'être juste au ras du sol. Donc un arbre en vieillissant, il multiplie au fil de son âge, au fil des ans qui passent, l'offre de logement. C'est tout simplement ça. La base, c'est on est bien de quelque part. Donc chaque être vivant doit être installé quelque part. Donc il faut un support physique. Et l'arbre, en grandissant, offre une variété de plus en plus grande de supports physiques différents,
à une gamme de plus en plus grande de plantes et d'animaux. Je parle de plantes parce que plus il vieillit, plus il y a des plantes qui poussent sur l'arbre lui-même. Alors on pense au lichen, au mousse, mais il y a aussi des fougères, il y a des plantes épiphytes. Voilà. Et puis après, au niveau des animaux, c'est aussi incroyable. Il y a ce qui se passe au-dessus du sol, et c'est un monde aussi, ce qui se passe sous le sol, qui est totalement invisible à nos yeux, mais qui est tout aussi riche et divers et abondant. Oui, et tout ce petit peuple-là qui habite l'arbre, contrairement à nous, quand nous habitons dans nos tours d'appartements, ils se causent les uns aux autres, ils coopèrent les uns avec les autres. Il y a vraiment toute cette trame de vie qui se met en place, là aussi. Oui, il y a vraiment... comment dire, c'est une colocation, quoi, mais avec oui, comme on disait tout à l'heure, ça joue des coudes, évidemment, mais effectivement il y a des interactions en permanence. Ok. Alors c'est intéressant quand tu dis que oui, on a... d'abord, aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge auquel on coupe les arbres pour des questions de productivité, c'est 50 ans, 50, 80 ans pour pouvoir faire des planches. Et qu'effectivement, des très vieux arbres, on en trouve plus beaucoup, et que tu dis que notre culture pensait qu'il y avait un problème de productivité. Et je fais vraiment un parallèle avec la manière dont nous voyons nos vieux, où nous aussi, à un certain âge, les plus anciens sont vus comme des êtres fragiles, devenus non productifs, encombrants, dont le temps est passé, alors qu'en fait, l'arbre, c'est pas du tout ça, et qu'on pourrait vraiment... se réinspirer de ça, et que peut-être finalement nos anciens, si on les regarde comme non productifs, dépassés, en fait ça les fait devenir dépassés et fragilisés en fait. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment une belle leçon là à prendre de ce vieil arbre. Moi j'en ai en face de chez moi, là j'ai 3 chênes de 300 ans, chacun qui sont d'une beauté incroyable, qui sont vraiment... des petits jeunes, absolument. Qui sont envahis de lierre, mais qui sont d'une beauté extrêmement touchante. Pierre Vécovès disait aussi que finalement, un arbre qui vit longtemps, il va faire des maladies, il va lui arriver, il va attraper des maladies, des parasites, etc., auxquelles il va trouver des réponses, et qu'en fait ces réponses sont transmises par le biais des fruits, que donc les glands qui tombent d'un chêne qui a trouvé une résolution à une problématique portent dans son ADN la résolution à la problématique. D'où évidemment le grand intérêt aussi à laisser les arbres vivre le plus longtemps possible, parce que du coup ils sont aussi des bibliothèques en fait, et des bibliothèques qui ne gardent pas les choses pour eux, pour elles, des bibliothèques qui transmettent par le biais de leur fructification. Tout à fait. Et il y a aussi tout le réseau d'entraide qu'on n'imagine pas et qui est souterrain. Quand un arbre est vraiment vieux, il tisse, grâce à son réseau racinaire doublé, enfin même démultiplié par les champignons symbiotiques, il tisse des liens avec les autres arbres. Et on se rend compte, on est en train de découvrir aujourd'hui que quand il y a un problème de sécheresse, d'attaque de parasites, X ou Y, et ben les arbres sont capables de s'aider. Alors, un arbre mère avec ses enfants autour de lui, un chêne avec les jeunes chênes qui poussent autour de lui, mais pas que. Entre espèces, ils sont capables de s'aider, de se filer des coups de main. Tiens, toi, t'as un coup de pompe, il te manque du sucre, je t'en envoie. Ou je manque d'eau, file-moi un peu ton eau. Et ça, c'est absolument incroyable. Et plus les arbres sont vieux, plus ils sont capables de tisser un tel réseau d'entraide, qui est, plus il est vieux et plus il est solide et plus il est efficace. Belle inspiration. Alors, au bout de sa vie, même un très vieil arbre finit par mourir. Et dans ton livre, tu partages... alors, je vais lire le début de ce très beau chapitre qui s'appelle « Ce que la rivière doit à l'arbre mort ». Tu dis, pour les poètes, les philosophes et les psychanalystes, bref,
Pour toute la culture occidentale, l'arbre mort emporté par les flots est le témoignage insupportable d'une décrépitude avancée. Un débris qui symbolise pour Gaston Bachelard l'insignifiance de notre destin. Pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'il manque. Alors, dis-nous ce qu'il manque, ce que nous manquons. Il y a toutes les vies de l'arbre. L'arbre, il n'a pas qu'une vie. Il y a l'arbre tel qu'on le voit effectivement dans la forêt. Ça, c'est la première vie. Mais il y a l'arbre quand il est mort, mais toujours debout. Il continue à accueillir de la vie. C'est pas sa vie à lui, mais c'est les plantes qui poussent sur lui, c'est les animaux qui vivent de lui, dans lui. Et puis cet arbre qui forme une chandelle finit par tomber. Donc là, une autre vie que la précédente se déploie sur ce tronc d'arbre couché. Et s'il a la chance d'être près d'une rivière, la rivière peut emporter ce tronc qui était couché dans la forêt. Et il a on en est à une quatrième vie où il abrite encore une nouvelle vie, mais c'est la vie aquatique de la rivière, quand il fait son petit périple emporté par les flots. Là, il y a une vie absolument incroyable qui se développe sous les branches mortes et tous les bois flottés. Il faut qu'il y ait du bois flotté en rivière parce qu'il y a des animaux qui ne se développent que sous le bois flotté. Les jeunes alevins, les bébés poissons sont protégés de leurs prédateurs parce qu'ils viennent se cacher sous le bois flotté. Une rivière sans bois flotté, on lui enlève une biodiversité absolument incroyable. Et c'est ce que notre arbre mort emporté par la rivière permet. C'est toute une vie peut s'y développer, peut s'y réfugier. Et puis la formidable vie de ce tronc qui a peut-être la chance d'arriver en mer, quand la rivière l'amène jusqu'à son embouchure. Voilà, ce tronc d'arbre finit par voguer vers l'horizon de l'Atlantique ou de je ne sais quel océan. Et là, à nouveau, il accueille une nouvelle vie. Alors là, le large de l'océan, c'est un vrai désert. Il y a plein d'animaux qui sont totalement démunis. Tout à l'heure, on parlait il faut une structure physique pour se développer et croître en mer. Il y a rien du tout. Heureusement qu'il y a des troncs d'arbres qui flottent parce que il y a plein de plancton qui se fixent sous le tronc, du coup, et il y a aussi des alevins de poissons qui ne peuvent se développer que sous des objets flottants. Alors, pendant des millions d'années, ça a été des troncs d'arbres. Aujourd'hui, c'est des machines à laver ou des pneus ou des palettes. Mais bon, voilà. Et du coup, les jeunes tortues viennent. Ça devient des garde-manger pour certains poissons, les barracudas, les tortues. Et on en est quoi ? On doit être à la 6e vie. Et l'ultime vie du tronc d'arbre, là, qui est absolument fascinante, que j'ai découvert là aussi en faisant les recherches pour ce bouquin, c'est quand l'arbre finit par être gorgé d'eau et il coule. Et quand il est au large, il coule et il descend jusqu'à 3, 4 000, 5 000 mètres de profondeur. Et là, ça devient une oasis de vie pour la vie profonde de ces profondeurs-là, qui attendent cette manne tombée du ciel, tombée de la surface, et qui ne peut se développer qu'à partir, puisqu'il n'y a plus de photosynthèse à ces profondeurs-là, il n'y a plus de lumière, personne ne sait ce que c'est que la lumière. Donc on ne se développe qu'à partir soit de sources hydrothermales, de la chimie des sources hydrothermales, soit de la matière organique morte qui tombe de la surface. Et ces troncs d'arbres, et à la grande époque dont on parle, quand les rivières déversaient des centaines, des milliers de troncs d'arbres chaque année, quand elles sont en crue à l'automne, à l'hiver, au printemps, des centaines, des milliers de troncs d'arbres qui se déversaient en mer, comme ça allait nourrir les grandes profondeurs où il y a une biodiversité absolument incroyable et unique au monde également. Donc voilà, notre arbre, comme ça, il aura accueilli tout au long de sa vie, depuis la forêt jusqu'aux abysses, environ 6 ou 7 écosystèmes très différents et qui sont liés les uns aux autres grâce à lui, quoi. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que dans le vivant, ce vivant-là, la mort est très relative.
Complètement. En fait, c'est toujours le début d'autre chose. Du bois mort qui tombe au sol, c'est pas la fin, c'est le début du sol. Alors, je reviendrai bien te chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le cycle du carbone par la photosynthèse. Alors, je pense qu'effectivement, quelque chose qui est assez clair en général, c'est cette photosynthèse qui qui capte le CO2 et qui permet de rejeter de l'oxygène. Mais que fait l'arbre du carbone ? Le carbone du CO2 justement capté dans l'atmosphère, en fait l'énergie du soleil, la plante s'en sert pour utiliser et mixer, on ne va pas rentrer dans les formules chimiques, mais faire un mélange entre le gaz carbonique de l'atmosphère et l'eau pour produire des sucres. En rejetant de l'oxygène qui nous sert bien puisqu'on le respire. Et qu'est-ce que fait la plante, l'arbre avec ses sucres ? C'est son composant de base, c'est son énergie, ça lui permet de stocker l'énergie du soleil finalement, puisque c'est les premières batteries. C'est des batteries qui existent depuis des millions et des centaines de millions d'années. C'est ce que la vie a trouvé de mieux pour conserver sur Terre l'énergie du Soleil, sous la forme de molécules sucrées plus ou moins complexes. Après, on ne va pas rentrer dans la chimie des glucides, mais une fois que cette énergie est sucrée, la plante peut l'utiliser plus tard pour faire d'autres choses, pour fabriquer des protéines, pour fabriquer des graines, pour se reproduire, fabriquer des médicaments quand elle est attaquée par une maladie. Mais voilà, c'est son stock d'énergie. Pour se construire elle-même, fabriquer de la feuille, fabriquer du bois, tout ça c'est construit à base de sucre. Des molécules de sucre plus ou moins complexes, mais la lignine qui fabrique le cœur du bois, c'est construit à base de sucre, donc à base de carbone. Donc plus il y a de bois, plus il y a de carbone capté, si on résume l'équation. Donc il faut laisser les forêts travailler pour qu'elles captent encore plus de gaz carbonique dans l'atmosphère pour fabriquer du bois. Et ce bois, il faut le laisser tranquille. Soit on construit des maisons avec, et du coup c'est du bois qu'on ne touche plus, donc c'est du gaz carbonique, finalement du carbone qui est emprisonné, soit on le laisse dans le sol. Le sol, c'est une éponge à carbone, finalement, qui est absolument incroyable. Et ces forêts dont on parle depuis le début, qui se sont installées dans toute l'Europe depuis, on va dire, 10 000 ans, c'est un formidable réservoir à carbone qu'il ne faut surtout pas toucher, qu'il faut préserver, qu'il faut chérir. Il faut vraiment favoriser le travail des forêts dans leur rôle de capteur de carbone. Ok. Alors, toute cette luxuriance dont on a parlé sur ces 20 000 dernières années, on a bien vu que par le biais de nos productions diverses et variées, on s'est employé à l'appauvrir, mais tu parles effectivement de préservation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça ? Où est-ce qu'on en est de notre regard là-dessus ? Où est-ce qu'on en est par rapport à la régénération de tout ça ? Ça balbutie, on est au début, il y a on patauge, ou il y a quand même de belles avancées. Oui, alors il y a de belles avancées. Moi, je suis de nature optimiste, donc je vois toujours le verre à moitié plein. Non, mais il y a de belles avancées très, très concrètes. C'est ce qu'on a développé avec Gilbert Cochet dans un autre livre, Réensauvageons la France. Il se trouve que cette luxuriance passée, toute cette histoire, tous ces 20 000 ans et plus encore, montrent que c'est une période de l'histoire, mais ça c'est pas définitivement perdu. On peut faire en sorte que ça revienne, et on a déjà des exemples aujourd'hui d'un retour de cette abondance. Alors pas encore à des niveaux historiques, mais avec des actions politiques simples et super fortes. En 1976, les députés, l'Assemblée nationale vote une loi de protection de la nature en classant un certain nombre d'espèces comme protégées, donc il est interdit de les chasser, tout simplement. Et alors là, comme par magie, du jour au lendemain, ces espèces, elles reviennent.
c'est absolument dingue. On arrête de leur taper dessus et elles reviennent. Il y a on protège les espaces, et ben les plantes et les animaux ils reviennent parce qu'ils se sentent ils se sentent en sécurité, ils ont la possibilité de se reproduire, de se développer. Donc il y a plein de choses qui marchent. Et en 30-40 ans, il y a des spectacles de la nature, je parle de la France, des spectacles de la nature qui étaient impensables il y a 40 ans et qui sont, je vais pas dire d'une grande banalité aujourd'hui, mais toi qui habites la Drôme, tu peux maintenant observer les vautours quotidiennement au-dessus de ta tête, ce qui était impensable il y a 20 ans quoi, ou 30 ans. Tu entends peut-être le loup hurler dans les bois. Maintenant, il y a des ongulés dans toutes nos montagnes, et les bouquetins, et les chamois, et les mouflons, et les cerfs, et les chevreuils en pagaille qui nourrissent justement les prédateurs. C'est des choses qui étaient impensables. Les phoques, les loutres, les castors, les cigognes, les grues cendrées, les baleines, les cachalots, tout ça, ça revient. Et on n'osait pas y croire il y a 40 ans, quoi. Donc, c'est tout à fait possible, et on sait comment ça a été possible. On a filé un coup de main, un coup de pouce à ces espèces, où on a tout simplement arrêté de leur taper sur la tête. Donc ça, c'est vraiment l'acte de base à faire. Voilà, on a encore des progrès à faire en France, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et la situation est très contrastée, très paradoxale, parce que finalement, la biodiversité qui était banale à l'époque est devenue extraordinaire aujourd'hui. À l'époque, c'était de voir un faucon pèlerin, de voir même un chevreuil, c'était absolument incroyable, et personne ne faisait attention à l'hirondelle de cheminée ou à l'alouette des champs. Et aujourd'hui, pour entendre une alouette des champs, il faut se lever tôt, il faut en faire des kilomètres. Donc la situation s'est totalement renversée. Mais on sait comment changer aussi les choses au niveau de cette biodiversité ordinaire. Le coup de massue incroyable qui assomme la biodiversité ordinaire, c'est essentiellement l'agriculture et les pratiques et les nouvelles pratiques agricoles qui ont été instaurées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais on sait aussi comment s'en sortir. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs, de paysans aujourd'hui, l'agroécologie, l'agroforesterie, qui montrent que des gens vivent tout à fait correctement de leur exploitation agricole, et qu'en plus ça favorise la biodiversité. En plus, il y en a plein d'exemples en Drôme, donc c'est un beau petit paradis où tu habites, mais voilà, ça marche, quoi. Donc maintenant, on connaît les solutions. Il faut les soutenir, il faut les pousser, il faut parvenir à les multiplier, à les généraliser, à en parler. Et donc c'est un peu ce que j'essaye de faire avec les livres, avec les films. Ouais, ce que tu me dis me rappelle une parole de Paul Watson, qui est ce protecteur des océans, à qui quelqu'un demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre que la vie aquatique revienne, et il disait foutez la paix à la mer. En fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup on peut le lire aujourd'hui, on peut voir des documentaires là-dessus, à quel point en fait ce pouvoir d'autogénération fait partie de la nature, et que quand on la laisse tranquille, ou quand comme je le disais à l'épisode, 2 épisodes avant, quand on ne prélève que certains quotas pour permettre que l'espèce se perpétue, en fait la nature fait ça très bien, mais elle fait ça depuis des millions d'années. Et très vite. Et très vite. Et en fait, peut-être pardon, je te coupe la parole. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que on se rend compte que le problème des humains, enfin de nous humains occidentaux, c'est pas tous les humains avec la nature elle n'a pas de problème avec nous. C'est une des leçons du bouquin. Il y a eu des humains pendant l'âge de glace qui ont très bien vécu avec la nature de l'âge de glace. Pendant l'âge du Mésolithique, où il y a cette forêt immense, il y avait des humains, ils étaient là, ils vivaient très bien au milieu des aurochs, des loups,
des élans, des castors et des saumons. Il n'y avait pas de problème. Merci pour eux, quoi. C'est nous, société occidentale, qui avons un problème avec la nature. Et si on fiche la paix à la nature, comme dit Paul Watson, que tu rappelles, la nature va revenir très vite et s'exprimer, se développer autour de nous, auprès de nos maisons, dans nos villages, dans nos villes. On fiche la paix au faucon pèlerin et il vient nicher dans Paris, quoi. C'est quand même absolument incroyable. Il y a des renards dans Paris. Donc, on n'est pas un problème pour les animaux. C'est les animaux qui sont un problème pour nous. C'est quand même dingue. En fait, le travail doit être fait dans notre tête, quoi. Il faut accepter de leur faire une place à nos côtés, quoi. Parce qu'eux, ils sont tout à fait prêts à la prendre. Hein. C'est donc bien un problème de culture. Merci Stéphane. Merci Marie. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Stéphane Durand nous a partagé à quel point le vivant est résilient. Que ce soit à l'issue de 20 000 années de glaciation, ou dès que l'on cesse de l'entraver par nos pratiques, la vie renaît, se réinstalle et relance ces cycles entremêlés qui l'entretiennent et l'autorégulent. Si l'on parvenait à comprendre ça et à entrelacer notre créativité à cette fabuleuse force de vie, ce serait vraiment formidable. Probablement notre prochaine étape d'évolution, je l'espère en tout cas. Il nous a aussi partagé toute la richesse et la sagesse de l'arbre vieillissant. L'explosion de vie à laquelle il donne naissance en mourant. La mort, la vieillesse, voilà 2 sujets bien embarrassants pour notre culture. Et pourtant, ils nous concernent toutes et tous, sauf lorsque la première empêche la seconde. D'où vient que ce principe inhérent à la vie soit si tabou pour nous ? Quelles conséquences sur notre manière de vivre sur cette planète ? C'est ce que nous explorerons avec Sabine François, sociologue de formation, qui a choisi de se réorienter dans l'accompagnement de la fin de vie lors du prochain épisode. Au mois prochain! Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Keygreen, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.